Bon, maintenant, c'est plus possible. Hein. J'ai une tête comme ça avec votre musique. Alors, il faut arrêter. Non, mais si le piano est là, c'est qu'il y a une bonne raison. Bah, je crois que c'était... Je crois qu'il y avait des gars de ma promo qui avaient demandé pour qu'ils installent des pianos en bas ou la batterie aussi. Et du coup, ils ont demandé, puis c'est apparu. Pour le divertissement, sûrement. Ouais, totalement. Il y a cet espace qui a été mis en place, je pense, pour différentes raisons. Déjà, tout d'abord, c'est une façon, à mon avis, de réussir à fédérer, à créer plus de cohérence entre toutes les filières qu'il peut y avoir à l'IUT, donc les RT, les TC, les MMI, qui ne sont pas forcément ensemble hors des cours. Je pense que c'est un petit peu pour la convivialité, pour réunir un peu toutes les filières autour d'un même truc. Tu vois. Alors l'espace musique, c'est une anecdote assez rigolote. On était à Edumix à Saint-Étienne avec Monsieur Pujas, Monsieur Azé et Monsieur Bernard. Et donc on était censé, enfin, c'est un lieu où on réfléchit sur la pédagogie, sur l'innovation en pédagogie, etc. Et en flânant en fait autour de l'IUT, j'ai trouvé dans un amphi un piano et donc je suis allé jouer. Sur ce, Monsieur Bernard m'a rejoint, on a commencé à faire un énorme bœuf. Et on a rigolé pas mal et du coup Monsieur Azé nous a filmé et après en discutant avec Monsieur Pujas et tout le monde, l'idée est venue de faire venir un piano à l'IUT, qui est plutôt cool. Alors, il y avait aussi en parallèle des étudiants de RT qui étaient venus me voir, comme je suis directeur des études, qui étaient venus me voir en me demandant s'il y avait possibilité d'avoir du matériel de musique, puisqu'ils aimeraient bien avoir aussi un groupe de musique ou former des groupes de musique ici à l'IUT. Donc ça allait, enfin les deux choses allaient vraiment dans le même sens et du coup on a pu acheter le piano numérique, la batterie, plus après le système de sonorisation. Alors moi je me suis posé pas mal de questions, c'est-à-dire qu'à la base quand je suis allé jouer au piano à l'IUT de Saint-Étienne, j'ai rencontré des étudiants qui utilisaient le piano, je me disais est-ce que les gens, je me suis vraiment posé la question, est-ce que les gens en cours utilisent le piano, tu vois, je me suis dit peut-être que le prof il est chaud. Et en fait pas du tout, c'est juste qu'en fait ce piano était là parce qu'il ne savait pas où le mettre et il faisait une chorale avec les étudiants, etc. Donc je me suis dit ça peut être intéressant si on fait venir un piano à l'IUT de faire naître, mais plutôt développer les talents des étudiants, etc. Finalement, quel que soit le département auquel les étudiants appartiennent, ceux qui aiment faire de la musique, ils peuvent se retrouver autour de ce point-là. Et du coup, ça permet de faire... ça contribue, on va dire, à faire des échanges entre les départements. Avoir un espace de créativité dans lequel les étudiants peuvent collaborer, créer, se montrer, facilite les apprentissages, ne serait-ce que parce que ça facilite l'interaction entre les étudiants. Ça permet aux étudiants aussi de travailler l'autonomie et la représentation d'eux-mêmes dans un espace public. Oui, moi je joue un peu du piano, alors pas énormément, mais... Alors je joue du piano. Je joue du violon aussi, j'ai pris des cours donc, de violon et de piano il y a plusieurs années. Je me suis mis au piano en même temps qu'il y a eu ça, donc j'y joue de temps en temps. Ouais, enfin je joue, ça met un grand mot, j'essaye de jouer. Je fais de la batterie depuis très longtemps, en autodidacte complet, donc j'ai jamais pris de cours, rien du tout. Oui, du pianal. Ça m'a vraiment donné envie parce que ça faisait 2 ans que j'en faisais plus. Et du coup, comme j'avais vendu mon synthé, vraiment j'avais plus rien pour en faire. Et quand je l'ai vu, j'avoue que il était quand même assez beau et genre je m'étais dit bon, j'aimerais bien du coup essayer d'en refaire. Ah totalement. Dès que j'ai un moment, je vais au piano, que ça soit tout seul pour rejouer ou jouer des choses que je connais déjà. Dans l'idée, je pense que ça serait sympa de continuer à équiper, à racheter d'autres instruments. Après, je sais que les personnes qui sont à l'accueil ou qui sont dans les bureaux, qui sont juste à côté, quand il y a le piano qui joue toujours la même chanson, le même air, le machin toute la journée, il y a un moment, il pète un câble. Et puis effectivement, le projet global de transformation de l'IUT inclut depuis déjà plus d'1 an des outils de musique assistée par ordinateur en libre service qui seront forcément couplés avec cet espace-là. Oui, on va faire un bar.
avec des gonzesses et tout qui dansent. Non, ce lieu. Aujourd'hui, je vais vous parler du film qui a fait plus d'entrées au box-office qu'Avengers Infinity Wars, Deadpool 2. Il est sorti le 16 mai 2018 et a été réalisé par David Leitch. Le topo. Deadpool continue sa vie en tant que mercenaire, tranquillement, jusqu'à l'arrivée d'un événement inconnu. Bon, on va pas se mentir, le scénario est plutôt basique, voire très simpliste. Après, de mon point de vue, on va pas voir Deadpool pour son scénario, mais surtout pour le personnage qui est loufoque et drôle. En attendant, je trouve qu'ils ont quand même essayé d'intégrer des thématiques plus poussées que dans le premier film qui était en fait surtout basé sur l'origine du personnage. Bien évidemment, il serait, je pense, appréciable d'avoir un scénario un peu plus travaillé. Enfin, normal. Les scènes d'action sont très bien réalisées. Elles sont fluides et les chorégraphies fonctionnent bien et nous donnent des combats à couper le souffle. Des nouveaux personnages rejoignent l'équipe, ce qui n'est pas déplaisant car ce sont des personnages dans le même esprit que Deadpool, complètement déjantés. Dis donc, tes balles, elles sont rapides. Le fait que tout ne soit pas noir ou blanc est plutôt agréable. Effectivement, Deadpool n'a jamais été un héros et il n'est certainement pas tout blanc. Bien que je pense qu'ils auraient pu travailler ces nouveaux arrivants un petit peu plus, même si Deadpool ne prend pas toute la place dans le film. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'ils ont gardé le même ton humoristique que le premier en insistant beaucoup moins sur les blagues de cul, ce qui est plutôt plaisant je trouve. Ils ont aussi essayé d'intégrer des scènes sentimentales. Certains trouvent que cela casse le rythme et qu'elles sont mal réalisées. Mais quand j'ai vu le film, je l'ai pris au contraire comme une sorte de caricature. Il en fait des caisses, comme d'hab, et se moque de ce genre de scène. Comme je viens de le dire, le film se fout complètement des codes à suivre et n'hésite pas à faire ce qu'il veut. Je pense notamment à la X-Force, ceux qui ont vu le film comprendront. Le film est bourré de références et aussi de spoil. Il commence d'ailleurs dès la première scène avec un spoil sur le film Logan. Bien sûr, il n'hésite pas à spoiler son propre film. Plusieurs fois durant le film, on a aussi des références à la Reine des Neiges. Comme à son habitude, il brise le 4e mur sans cesse, par exemple en faisant des blagues, comme en appelant Cable Thanos, Boucle-la, Thanos. ou encore en nous parlant directement. C'est fini pour toi, blaireau. Là, c'est le dialoguiste qui s'est pas foulé. Mais aussi en faisant un bon nombre de fois référence à l'univers DC, alors qu'il n'est même pas censé savoir qu'il existe. Tellement dark. T'es sûr que tu viens pas de l'univers DC Comics? Je pense que c'est une très bonne suite et que si vous avez apprécié le premier, vous apprécierez forcément le deuxième. Et surtout, c'est la rigolade assurée. J'avoue ne jamais avoir lu énormément de comics de Deadpool, mais les films ont suffi à me donner envie d'en lire plus et à apprécier le personnage. Maintenant, je vous laisse écouter des avis d'autres personnes ayant vu le film. Qu'as-tu pensé de Deadpool 2? Il était mieux que le 2, le 1. Il était drôle, même plus drôle que le premier. C'est un bon film qui suit la lignée du premier Deadpool, donc avec l'humour qui va avec. Au final, là, le 2, ça a été la même chose que le premier, mais avec beaucoup plus de choses. Mais en manquant un peu de surprise, du coup, je l'ai trouvé moins bien. Mais j'ai quand même, je me suis vraiment éclaté, quoi. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. En fait, ce que j'aime bien, c'est le côté un peu trash de Deadpool. Je trouve que ça change des films de super-héros Marvel, là, où tout est clean, où le super-héros, il est tout propre. Là, au moins, c'est un peu un anti-héros, du coup, j'aime bien ce côté. Les blagues, toujours autant, même plus. J'ai l'impression qu'il y a encore plus de blagues, encore plus de références, encore plus drôles. Vraiment, ils ont mis le paquet, ils ont vu que ça fonctionnait dans le premier, ils se sont lâchés dans le deuxième. Action et violence, pareil. Vraiment sur la violence. Moi, je pense que c'est un très bon film à voir, que ce soit chez soi ou au cinéma. Franchement, entre amis, c'est bien. Faut aller le voir. Il n'y avait pas de scène à la fin, donc restez pas. Mais restez parce que le générique, il y a des blagues dedans. N'hésitez pas à aller voir le film pour vous faire votre propre avis dessus, si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, les sorties du mois de juin. Le 6 juin, on a Jurassic World 2. Le 13 juin, Ocean's 8 et Midnight Sun. Le 27 juin, Love, Simon. On a aussi 2 films qui ressortent en salle, donc Mon voisin Totoro le 13 juin et Le silence des agneaux le 20 juin. Salut à tous! Aujourd'hui, dans la rubrique Culture Générale de Caféine TV, on se retrouve aux 9 écluses de Fontserrane pour parler d'un des personnages les plus emblématiques de Béziers. Celui qui a donné son nom à l'avenue principale
Il s'agit bien de Paul Riquet. Né au début du XVIIe siècle, Pierre-Paul Riquet fait ses études au collège des Jésuites de Béziers, devenu maintenant le lycée Henri IV, et poursuit avec une formation d'ingénieur. Il se marie en 1637 avec Catherine de Mignot et a un total de 7 enfants. Avant d'accomplir la construction du canal du Midi, Paul Riquet passe par plusieurs métiers, tels que douanier, homme d'affaires et banquier. C'est en voulant opter pour un titre de noblesse que Paul Riquet se lance dans cette construction colossale de relier le fleuve de la Garonne avec la mer Méditerranée. Plusieurs projets existent déjà dans ce temps, mais aucun n'a encore abouti. En 1662, Paul Riquet présente ses intentions à Jean-Baptiste Colbert, intendant des finances de Louis XIV. Il lui annonce que le projet va aider à développer économiquement la région, notamment avec le commerce de blé. Colbert finit par autoriser Riquet à commencer les travaux dès 1667. Le coût du canal s'élève à peu près à 18 millions de livres de l'époque. C'est le deuxième plus grand chantier de France, après le château de Versailles. À plusieurs reprises, Paul Riquet n'hésite pas à désobéir aux ordres de Colbert. C'est le cas notamment pour la construction du tunnel de Malpasse. Ce tunnel de 170 mètres de long est le premier à avoir été construit pour y faire passer un canal à l'intérieur. Il traverse la colline d'Anserune à l'entrée de Béziers. Paul Riquet a aussi marqué son époque pour avoir mis en place des salaires mensualisés et un système de sécurité sociale pour ses ouvriers. Pierre-Paul Riquet construit donc le canal du Midi sur une longueur de 241 km. Il relie Marseillan, près de Sète, et Toulouse. L'un des points les plus spectaculaires du canal, c'est bien sûr les 9 écluses d'Enfoncerrane. Situées à l'entrée de Béziers, elles permettent de compenser le niveau de la mer et celle de la Garonne. Jusqu'en 1989, le trafic sur les écluses et le reste du canal du Midi est surtout lié au transport de marchandises. Depuis, la navigation n'est que touristique.